dans le son d'entreprendre. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants, soutenus par UCM. C'est toujours Clément qui vous accompagne. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Lou Garagnani. Lou, c'est la fondatrice du Monde Eden, un espace de jeu inclusif où tous les enfants sont les bienvenus. Son projet a vu le jour après la naissance de son fils atteint d'une maladie rare. Déçue par le manque de lieux récréatifs adaptés à son enfant, elle a tout simplement décidé de créer le sien. Une magnifique preuve d'amour qu'on va découvrir tout de suite dans le son d'entreprendre. C'est donc Lou qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Lou. Bonjour. Tu es la fondatrice du Monde Eden, un espace de loisirs inclusif pour enfants de 0 à 12 ans. Mais à côté d'être entrepreneur, tu es aussi mère de famille. Est-ce que tu peux me présenter ta famille en quelques mots ? Famille nombreuse. Ma famille, j'ai 4 enfants qui ont aujourd'hui 10 ans, 8 ans, 6 ans et 3 ans, 2 garçons, 2 filles. Donc un bel équilibre, mais aussi un beau mix. Et une fratrie un petit peu particulière, puisque mon deuxième garçon, qui s'appelle Aiden, et qui a du coup donné le nom et la vocation de tout ce projet, il est né multi-handicapé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Multi-handicapé, ça veut dire quoi ? Alors, multi-handicapé, ça veut dire qu'il a plusieurs handicaps multi. À la base, on ne savait pas forcément ce qui avait lié tous ces handicaps, justement, au niveau de la naissance. Donc, en fait, il est malentendant. Donc, il a une surdité des deux côtés. Il est malvoyant, il a une dégénérescence au niveau de la cornée, donc petit à petit il perd la vue, donc il a déjà perdu la vue d'un œil, puis ça dégénère de l'autre côté aussi. Et il a une maladie qui de base est principalement osseuse, donc ça touche pas mal tout ce qui est articulation, malformation des os, il a des malformations internes, cardiaques, viscérales, voilà, une quinzaine d'opérations déjà du haut de ses 8 ans, et c'est probablement pas la fin. Mais aujourd'hui, si tu le vois comme ça, il court, il marche, il sait lire, il parle incroyablement bien et il est hyper intelligent. Et tu l'as su dès le départ de ta grossesse, ce handicap, ou c'est vraiment arrivé à la naissance ? Alors en fait, on a découvert qu'il avait un pied beau à l'échomorpho, donc plus ou moins vers les 5 mois de grossesse. Quand on nous l'a annoncé, c'était potentiellement, alors ça pouvait être génétique, mais ça pouvait être aussi positionnel. Donc un pied beau, c'est une malformation du pied. Pour vulgariser un peu, tu as le pied qui tourne vers l'intérieur, donc il n'est pas parallèle au niveau des jambes. Et donc, il avait ça d'un côté seulement. Et à ce moment-là, forcément, un peu panique quand même. On a essayé de regarder s'il n'y avait pas autre chose. On n'a rien détecté. Donc, il évoluait quand même plus ou moins bien. Il bougeait bien. Et donc, la grossesse a été menée jusqu'au bout de manière, entre guillemets, normale, en sachant qu'il y aurait juste cette prise en charge pour le pied beau, mais c'est tout. Et en fait, à la naissance, effectivement, là... patatras, le monde a complètement basculé, puisqu'en fait, à la naissance, il respirait pas, et quand on me l'a ramené, ça a été la découverte un peu et le plongeon dans le monde du handicap. Tu as vécu comment ces premières heures, ces premiers jours avec lui ? C'est très, très, très particulier. Je pense ça fera écho à beaucoup de parents qui ont sûrement vécu la même chose, puisque du coup, on n'est pas du tout prêt, déjà. J'ai senti, instinct maternel, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au moment où je poussais et au moment où il est sorti, mais on s'y attend pas du tout. Et en fait, on a été très vite, on a dû être transporté dans un autre hôpital, puisque l'hôpital dans lequel j'étais ne prenait pas en charge les enfants avec un niveau de difficulté et de maladie tel qu'Aiden. Donc, on a été transportés tous les deux dans un autre hôpital. Et là, il est resté hospitalisé pendant 8 semaines, où il a déjà subi plusieurs opérations. Et à la sortie de ça, mon congé maternité a été d'autant prolongé. Et c'est là que tu tombes dans un truc qui t'emporte, en fait, qui va au-delà de ce que tu peux... tu vois, imaginer, en fait, tu suis. T'es dans souvent, j'ai cette image de, en fait, tu te prends un train dans la tronche, vraiment, tu rentres dedans, et tout ce qu'on te demande de faire, tu dis OK, et t'y vas, quoi. Donc, les médecins, quand ils te disent, on va opérer, on va faire ça demain, et toi, t'es là, ouais, d'accord. Et tu te rends pas compte, en fait. Je pense que tu as ce truc quand même un peu de, tu vois, dissociation comme ça. Et tu te rends pas compte. Et puis j'imagine que les mois ont dû commencer à passer, les années, ouais. Et puis il y a une forme d'habitude qui s'est mise en place, je sais pas trop, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Par rapport à l'acceptation, tu veux dire, ou au handicap ? Non, clairement pas. Mais c'est plutôt... comment t'expliquer ? En fait, moi, j'ai eu ce temps où je suis rentrée dans le truc et j'ai rien compris. Enfin, rien compris, tu vois. Tu te fais complètement embarquer. Puis je suis retournée bosser parce que c'est très
très très important. J'avais besoin de retrouver cette espèce de, tu vois, d'équilibre au niveau social et de retrouver ma vie et de me dire non, mais en fait, voilà, tout ça, ok. Et tu sais quoi? Mais à l'époque, je travaillais chez Zara. J'étais assistante shop manager et il fallait que je retourne bosser. C'était presque vital. Enfin, tu vois, je devais quitter un peu ce truc hyper médical et hyper lourd. Et donc, je suis retournée bosser. Mais j'ai tenu quand même un an. Franchement, aujourd'hui, avec le recul, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai tenu un an. Et au bout d'un an, en fait, j'ai fait un burn-out. Enfin, ce qu'on a appelé un burn-out. Mais après, la psy m'a dit que c'était plutôt un choc post-traumatique. Donc, il y a un jour, mon corps a dit stop, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus aller travailler, tu ne peux plus sortir de la salle de bain, c'est fini. Et c'est là, en fait, où tout revient. Enfin, c'est vraiment ce truc du choc post-traumatique. C'est après coup. Tu dois, là, à ce moment-là, en fait, encaisser tout ce qui s'est passé, l'accepter ou non, mais en tout cas, vivre avec. Et c'est tout ce chemin maintenant que tu dois faire d'acceptation, de culpabilité aussi, beaucoup, tu vois, accepter ce qui s'est passé, te dire c'est pas forcément ta faute. Donc, ce trajet a été fait et moi, je suis très fort dans l'action, réaction. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'en faire quelque chose et c'est un peu mon moteur et ma manière d'avancer. Donc, forcément, après, ça a été un élément déclencheur pour le reste de ma vie. Pourquoi c'est important pour toi de travailler avec des personnes en partie en situation de handicap ? Alors, c'était hyper important dès le départ parce que je me souviendrai, je pense, longtemps, j'ai eu une institutrice du spécialisé dans l'école d'Hayden qui m'avait dit, donc c'était une école à ce moment-là pour les sourds et aveugles, et elle m'avait dit, il y a une petite fille, une fois, qui était revenue vers elle parce qu'en fait, tout l'environnement, justement, encadrant, tu vois, instituteur, enfin, tous les adultes, en fait, qui étaient autour, ils étaient tous valides. Et en fait, elle avait l'impression qu'elle n'allait pas vieillir et qu'elle n'allait pas devenir adulte, qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, son enfant. Enfin, qu'il y avait un gouffre où elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait après parce qu'elle n'avait pas d'identification adulte de personnes comme elle. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper fort et je me suis dit, mais elle a tellement raison. C'est vrai que comment veux-tu ensuite te dire que quand tu vas grandir, quand tu vas évoluer, quand tu vas peut-être être à l'âge de tes parents, tu vas avoir un métier, ou tu vas travailler, ou tu vas faire autre chose, ou t'épanouir, mais peu importe. Mais même, ne serait-ce que comment est-ce que tu fais pour imaginer être adulte si tu n'as pas de possibilité de t'identifier à des personnes comme toi. Donc ça, c'était une des premières choses où j'ai dit non, mais il faut absolument, absolument qu'on puisse avoir des personnes en situation de handicap, c'est primordial. Et puis aussi, à nouveau, pour se dire que le chemin... et l'inclusion, c'est une boucle, c'est évidemment, c'est jusqu'au bout. Et donc, se dire aussi, c'est hyper important de faire en sorte que ces personnes-là qui soient en situation de handicap, elles puissent avoir un emploi qui soit de qualité, qui soit qualifiante, où elles se sentent bien, où elles puissent être épanouies. On puisse aussi, à nouveau, réadapter des choses, inventer des choses, mais où elles sont aussi au même, entre guillemets, niveau que n'importe qui. Et c'était aussi vraiment sur ce principe, je ne sais pas si tu vois c'est quoi une ETA, mais une entreprise de travail adapté. Je voulais absolument faire, entre guillemets l'inverse, disons faire en sorte que on ne soit pas comme eux, dans le sens où une ETA, c'est des personnes en situation de handicap qui sont coordonnées ou encadrées par des éducateurs. Là, non, moi je veux qu'on puisse tous travailler ensemble et qu'une personne en situation de handicap ou une personne qui est valide, en fait, elles peuvent avoir le même poste et le même travail. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, tu as créé le Monde Hayden, cet espace pour enfants inclusif. Quand est-ce que tu t'es rendu compte pour la première fois que les espaces pour enfants lui étaient inaccessibles ? En fait, assez vite, parce que j'ai toujours aimé faire des activités avec mes enfants, culturelles, loisirs, enfin, tu vois, j'ai toujours aimé sortir avec eux. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de freins, que c'était pas adapté, qu'il y avait plein de difficultés qu'on rencontrait, qui parfois sont pas toujours hyper visibles. Et puis aussi, moi, en tant que parent, je me suis sentie hyper seule, pas mal regardée, ou lui en tout cas, mais avec parfois c'est pas forcément toujours méchant, mais c'est vrai que c'était assez pesant. Et c'est vrai que tu manques en fait à un moment donné, juste même d'un espace en tant que parent, où tu puisses dire, ok, dans cet endroit-là, je peux rencontrer d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. On peut échanger, on peut parler, même dire qu'on en a marre ou tu vois, ou que c'est trop dur, mais juste pouvoir aussi en parler avec d'autres parents. Et donc en fait, très très vite, Hayden avait peut-être même pas un an et demi, que tout de suite, j'étais déjà dans ces problématiques-là. Alors, je ne dis pas que tout de suite j'ai eu cette idée, c'est venu à la naissance de ma troisième, mais j'avais déjà très vite, tu vois, ce sentiment d'injustice, de regard pesant et puis de solitude. Ouais, ça, c'était très, très marqué. Ce manque d'inclusion, c'est quelque chose dont tu étais déjà consciente avec ton premier enfant ou pas du tout ? Non,
Non, pas comme aujourd'hui, clairement un peu, parce que tu sais que ça existe, tu t'en as déjà entendu parler. Enfin, je veux dire, je vivais pas avec des œillères, mais c'est vrai que pas forcément à ce point-là. Et c'est vrai que c'est quand ça m'est arrivé que je me suis rendu compte en fait que mes enfants étaient en train de vivre dans deux mondes parallèles, quoi. T'avais Hayden d'un côté, il vivait sa petite vie qui était déjà pas facile, et en plus on doit toujours changer de structure et d'accompagnement et tu vois, pour trouver des trucs qui soient adaptés, et qu'à côté t'as ton enfant qui vit sa vie dans le monde ordinaire, et en fait t'as pas de... Oui, t'as quasiment jamais de pont, en fait, où tu vas de lien entre ces deux mondes-là. Donc ça, très très vite, tu y es confronté. Et comment t'as géré ça ? Tant bien que mal, j'ai envie de te dire. J'ai déjà un peu été, initiée. Enfin, tu vois, j'ai initié certains petits trucs où, il y a une fois, on avait, avec la classe de l'école spécialisée d'Hayden, on avait organisé, en fait, une journée rencontre où on a mixé la classe d'Hayden, mon deuxième, et la classe de mon plus grand, qui était encore à l'époque, je crois, en maternelle ou en troisième maternelle. Et ils ont passé une journée tous ensemble. Donc, l'école ordinaire et l'école spécialisée. Et justement, là, on a sensibilisé au handicap. On a expliqué que c'était quoi la surdité. On a amené des trucs. Et après, de les voir jouer tous ensemble, tu vois, sans barrière. Il y avait des questions, mais quand il y avait des questions, en fait, on y répondait avec des mots d'enfant, très simplement, et puis et c'était passé. Et en fait, de voir ces liens et ces connexions qui se sont faits ce jour-là, je pense que après coup, ça a été quand même un truc très très fort et très important dans ce qui est né après, justement, dans l'idée du projet, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est là vraiment la première fois où tu as eu l'idée de lancer cet espace de jeu inclusif, ou il y a vraiment eu un autre moment où tu t'es dit, après, ok, je me lance, je dois aller vers ça? Ouais, en fait, ça, je pense que ça a été un élément hyper décisif. Qui a été en moi, enfin tu vois, où je me suis dit waouh, là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et c'est là que je voudrais aller. Et je me rappelle que je sais pas dire, tu vois, à l'instant T quel a été l'élément déclencheur, mais je me souviens très bien que fin d'année, donc 2018, ma dernière est née, donc fin d'année 2018, plus ou moins début 2019, à ce moment-là, vraiment, j'ai posé le truc qui était très clair un espace de loisirs qui soit adapté, quoi. Vraiment, mais inclusif, hein, toujours pas juste spécialisé pour le monde du handicap, mais vraiment pour inclure tout le monde. Donc, tu as l'idée. Ouais. Comment est-ce qu'on la concrétise après ? Eh ben, figure-toi que c'est la question que je me suis posée très rapidement, puisque moi, j'aime beaucoup concrétiser justement mes idées. C'est très difficile pour moi que ça reste abstrait. Et donc, en fait, tout simplement, là, Google a été mon ami, puisque j'ai tapé sur Google comment ouvrir. Je pense que si je retrouve ma recherche, ça devait vraiment être ça, genre comment ouvrir son projet en Belgique ou à Bruxelles. Enfin, tu vois, un truc hyper simple, mais en même temps, je savais pas par où commencer. Donc, j'ai fait une petite recherche. Et en fait, de là, il est ressorti des services d'accompagnement. Donc, je pense que le premier que j'ai eu, c'était Hub Bruxelles. Puisque j'habitais à Uccle. Et donc, si tu veux, Hub Bruxelles, il regroupe justement différents services d'accompagnement, que ce soit juridique, urbanistique. Il y a plein de services différents. Et ils aident justement dans la construction aussi, tu vois, d'un business plan, d'un plan financier. Et en fait, ça a été mes premières ressources. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit, il y a aussi tel et tel groupe d'accompagnement qui peuvent t'aider justement dans la construction de tes projets. Et en fait, il se trouve que dans la liste qu'ils m'ont sortie, il y avait le Crédal, donc qui est aussi une banque solidaire et qui finance des projets à impact, mais pas que. À côté, ils ont justement aussi tout un service d'accompagnement. Et en fait, c'est là le premier pied, on va dire, à l'étrier dans le truc de l'entrepreneuriat, c'était appeler le Crédal et faire un premier workshop chez eux. Et concrètement, comment est-ce que tu as créé cet espace de loisirs inclusif ? Est-ce que tu t'es basé sur ton expérience personnelle ? Tu as fait appel à d'autres professionnels pour t'aider ? Alors, dans la construction plutôt du projet, donc vraiment le business plan, le plan financier, là, je me suis fait accompagner, donc comme j'en avais parlé, par Bruxelles, par le Crédal, par un guichet d'économie locale, pour vraiment justement m'assurer que même au niveau financier, je construis un truc qui tient la route, parce que voilà, par rapport à ma situation, il fallait que... si tu veux, ça devait être mon emploi aussi. Enfin, quelque part, je pouvais pas juste faire ça de manière philanthropique. Déjà, j'avais pas d'argent. Et puis, il fallait que derrière, il puisse y avoir aussi, que je puisse être employée, que tu vois, que ça me serve de travail.
Donc, il fallait absolument que tout soit ça hyper, tu vois, clair et cadré. Donc, eux, ils m'ont apporté cette structure et cette aide aussi dans des aspects forcément que je maîtrisais pas complètement. Créer un plan financier, il faut quand même avoir un peu des experts autour de soi pour le faire. Et puis, à côté, si tu veux, j'ai ensuite... plutôt dans des questions, alors là on va plus parler d'aménagement par exemple, donc à nouveau j'avais pas les moyens, donc j'ai fait tout moi-même, okay. J'ai fait mon logo, j'ai fait mon site, j'ai dessiné mes plans, tu vois vraiment j'ai tout fait, mon business plan, enfin voilà, je n'ai pas pu avoir d'accompagnement parce que de toute façon j'avais pas les moyens de les payer, donc j'ai pas eu un graphiste, un architecte, non, mais j'ai eu la chance d'avoir plein de personnes ressources et donc effectivement quand j'avais besoin ou sur des trucs assez spécifiques ou certains aspects, là j'allais chercher quelqu'un qui pouvait me donner une réponse de manière claire sur cet aspect ou sur cette question-là. Il y a eu combien de temps entre tes premières consultations, on va dire, oui. Et le jour où l'espace, le monde d'Aiden a ouvert à Uccle? Finalement, c'est allé assez vite puisque, donc je disais, en fin 2018, quand ma troisième est née, j'ai commencé à avoir vraiment cette idée plus concrète. Début 2019, je fais ces premières recherches Google, on va dire. Je commence un accompagnement en mars 2019 par le Crédal. Là, je construis tout le truc, plan financier, business plan, je fais mes recherches de locaux. Et en février 2020, je signe le local à Uccle, le premier. Et septembre 2020, j'ouvre le premier espace à Uccle. Justement, présente-moi, c'est quoi le monde d'Aiden? Alors, le monde d'Aiden, c'est un espace, donc on dit un centre, si tu veux, ludo-éducatif, donc à la fois du loisir, mais en même temps qui a un aspect éducatif, inclusif, donc vraiment sur ce principe d'adapter aux différents types de handicap, toute forme de handicap, mais ouvert à tous. On travaille aussi avec du personnel en situation de handicap, donc au moins 2/3 de l'équipe a un handicap. Ça peut être sourd, malentendant, autiste, ou voilà. Pour l'instant, c'est principalement ces profils-là qu'on a, mais ça pourrait être une personne en chaise roulante. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive et en fait, on n'a pas cette impression que c'est un espace qui est adapté. Je voulais vraiment complètement casser ce truc, tu vois, hyper stigmatisant, des lieux qui sont adaptés ou handicap, le truc, tu vois, hyper médical ou paramédical. Je voulais vraiment qu'on sorte complètement de ce truc-là et que quand on rentre au monde d'Aiden, en fait, on ait un peu ce waouh ou oh c'est chouette ou oh c'est beau, mais pas avec la vision handicap ou inclusion. Et donc, on peut retrouver toutes sortes de jeux, des jeux d'imitation, des jeux moteurs, des jeux sensoriels, mais à chaque fois avec cette réflexion de comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse être adapté aux différentes formes de handicap. Donc, des moyens de communication qui sont adaptés, les visuels qui sont adaptés, le sol, l'étude des matériaux. Enfin, voilà, tu vois, c'est toute cette réflexion après autour pour que ça reste le plus inclusif possible. Est-ce que tu aurais des exemples d'activités inclusives pour enfants valides et moins valides ? Oui, alors je peux donner des exemples si tu veux, un truc hyper concret. Donc on fait des événements pour toutes les grandes occasions, Halloween, Saint-Nicolas, Pâques, etc. Et notamment, on fait une chasse aux œufs inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une chasse aux œufs inclusive ? Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit justement inclusif ? Eh bien, l'idée, c'est que tu vois bien une chasse aux œufs classique. Les cloches sont passées, il y a des œufs en chocolat partout. Comment est-ce qu'un enfant en chaise roulante va faire pour ramasser des œufs en chocolat ? Comment est-ce qu'un enfant malvoyant va faire pour les trouver dans le jardin ? Comment est-ce qu'un enfant qui a des difficultés au niveau moteur, spatial, il va faire pour se repérer, pour aller récupérer ou ramasser ou autre ? Enfin, toutes ces difficultés-là. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, en fait, pour répondre à ces besoins et permettre, en fait, à tous ces enfants quand même de pouvoir faire une chasse aux œufs, eh ben, on va mettre, par exemple, des œufs qui vont faire de la musique jusqu'à ce que tu les aies attrapés. Et donc, ils sonnent, tu vois, et quand tu les as attrapés, ça s'arrête. On va suspendre des œufs du plafond pour les enfants, par exemple, qui sont en chaise, qui, justement, peuvent pas aller au sol. On va mettre des œufs qui sont fluorescents ou qui sont visuellement, tu vois, beaucoup plus attractifs pour des personnes qui auraient des difficultés au niveau visuel. On va mettre des œufs sensoriels. Enfin, l'idée, c'est de se dire, OK, en fait, on essaye de faire en sorte d'adapter, de rester, tu vois, sur le même principe, mais d'adapter les matériaux ou les supports. Et évidemment, après, l'inclusion, c'est aussi à côté. L'encadrement, la sensibilisation et les explications. Donc, il faut faire en sorte, après, à côté, en plus, que les équipes, elles soient formées, elles sensibilisent les parents, les enfants aussi. Donc, genre, avant que les cloches ne retentissent, on explique. OK, là, on va avoir, tu vois, tel ou tel type, par exemple, de difficulté. Ces œufs, si vous les trouvez, il ne faut pas les récupérer, vous. Il faut essayer d'accompagner, vous voyez, par exemple, Isabelle ou Iris, vous voyez, elle va avoir des difficultés, et ben ces œufs, ils vont être réservés pour elle, alors vous allez l'aider plutôt que d'aller les prendre à sa place, quoi. Et ça marche hyper bien. Et du coup, tu y accueilles vraiment tous les enfants ? Oui.
Il y a pas de... C'est de 0 à 12, c'est ça? De 0 à 12. Alors, la moyenne, on accueille plutôt du 0,6-7. Mais on a mis cette grande fourchette parce que justement, dans le handicap, tu peux avoir des enfants qui sont bien plus grands, mais qui ont un intérêt et qui ont envie, en fait, de participer à ce genre de jeu, mais qui ont dans leur, je vais pas dire l'âge mental parce que c'est pas vrai, mais tu vois, qui dans leurs envies, dans leurs besoins, en fait, finalement, vont trouver leur intérêt dans des jeux plus petits. Pour visualiser un peu mieux, c'est un espace qui fait quelle taille? C'est divisé en plusieurs sections? Enfin, est-ce que tu pourrais un peu me décrire un peu? Alors, l'idée, c'est que ça fait plus ou moins 500 mètres carrés. Ça pourrait être un peu plus, mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est plus ou moins 500 mètres carrés. L'idée, c'est que justement, ce ne soit pas trop divisé. Donc, il y a des espaces comme le Snoezelen, qui est un espace multisensoriel. Donc là, c'est un centre un peu plus bien-être, fermé avec des fibres optiques, de la colonne à bulles, toutes ces choses-là. Mais sinon, le reste, on essaie justement que ce soit un peu plus ouvert, ce qui permet, en tant que parent, quand tu es justement assis à table, que tu es en train de boire un café, partager avec d'autres parents, d'autres amis, que tu puisses avoir un œil aussi sur tes enfants. L'idée, c'était justement d'éviter d'avoir des structures où en fait tu sais jamais où sont tes enfants, c'est pas hyper sécuritaire, surtout quand nous on accueille beaucoup d'enfants autistes, ils ont besoin de tester tout ce qui est limite de l'espace, et en fait ils vont aller dans des endroits insoupçonnés où ils pourraient s'échapper, etc. Et donc, il y a vraiment ce besoin, pas que pour l'autisme, mais j'en parle en particulier, mais vraiment ce besoin, tu vois, que ça reste accessible aussi visuellement. Donc, le reste n'est pas forcément cloisonné. Et donc, après, tu peux avoir, je disais, des jeux d'imitation. Donc, par exemple, on a un mini restaurant, tu vois, petite cuisine-restaurant, une petite épicerie-magasin, une petite caserne de pompiers, différents jeux comme ça, plus d'imitation. Après, on aime bien avoir un module un peu plus moteur qui est aussi adapté, mais avec un toboggan ou quelque chose un peu plus à grimper. On a ce fameux Snoezelen dont j'ai parlé. Et alors, on a aussi une partie un peu plus innovante, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer des espaces qui soient innovants dans un aspect thérapeutique ou un aspect visuel ou quelque chose, mais qui soient au service du handicap, justement, ou de l'inclusion. Donc, par exemple, on a un écran géant immersif à Uccle, où on projette justement des animaux. On est à un moment donné dans l'espace, dans la mer, etc. Et à Nivelles, on a une salle qui s'appelle SAM, donc Système Autonome Multisensoriel, où là, carrément, on va vivre une expérience pendant un quart d'heure, où on est complètement maître de son voyage. Et là, on peut choisir d'être aussi dans l'espace, mais on peut se déplacer d'une planète à l'autre. On peut être dans la station spatiale, ou on peut être dans le désert, aller visiter une pyramide. Tout des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir, à un moment donné, un peu vulgariser ou démocratiser certains espaces qui, parfois, sont réservés que dans un certain secteur ou qui ne sont pas forcément accessibles, comme le Snoezelen, l'espace multisensoriel. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve partout, et pourtant, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Tu l'as déjà mentionné plusieurs fois, mais le monde d'Aiden, au final, à t'entendre, c'est aussi important pour les parents que pour les enfants. Oui. C'est bien ça? Pourquoi? Parce que justement, quand tu vis ce genre de choses, déjà la parentalité, de manière générale, est un monde quand même extrêmement particulier, et de nos jours surtout qui amène plein de nouveaux défis. Et donc déjà de pouvoir se retrouver en tant que parent et parler, et c'est hyper important. Et d'autant plus quand on a un enfant en situation de handicap, parce que la solitude qui peut se creuser justement parce que les rendez-vous médicaux, parce qu'à un moment donné, très souvent, on doit couper au niveau professionnel, où on perd son emploi, où on n'arrive plus à adapter un emploi avec les rendez-vous, quand tu as un enfant en situation de handicap, des fois, Aiden, il a vécu des périodes avec un agenda de ministre qui est vraiment très, très compliqué. Et puis, un peu partout en Belgique. Donc, tu vois, tu dois toujours te déplacer, etc. Et donc, tu as ce besoin aussi de pouvoir te retrouver avec des pairs, des gens qui vivent la même chose aussi que toi, autre que dans un cadre, tu vois, à nouveau, médical ou paramédical, et où, en fait, moi, en tant que parent aidant ou parent d'un enfant en situation de handicap, j'ai eu cette occasion de partager avec d'autres parents juste dans une salle d'attente d'hôpital. Mais c'est pas du tout l'endroit où tu as envie et où émotionnellement, tu vois, tu es prêt à partager et recevoir ou donner des choses. Et donc, je trouvais que c'était hyper important aussi de pouvoir se dire, OK, à un moment donné, on peut se retrouver justement entre pairs et puis échanger un peu tout ce qu'on vit, quoi. Comment tu as vécu l'ouverture du premier monde d'Aiden à Uccle? C'était... alors,
Faut remettre un peu dans le contexte, on était quand même juste en plein Covid, puisque j'ai eu les clés fin février. 10 jours après, c'était confinement total, alors qu'on démarrait les travaux à peine. Hein, donc déjà, ça a été très compliqué. Et du coup, ça a été très compliqué jusqu'à l'ouverture, puisque financièrement, j'avais plus de fonds, puisque j'avais prévu une trésorerie, mais qui a été un peu mise à mal, évidemment. Donc du coup, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Donc je pense que j'étais à ce moment-là un peu à bout de souffle, enfin tu vois, arrivé dans la fin de la course et en même temps le début d'une nouvelle, mais tu vois la fin d'une course où ça a été très très dur, financièrement, psychologiquement, tout, et en même temps ça a été un énorme soulagement parce que finalement après dès que tu accueilles les premières familles et que tu as les enfants qui arrivent et que tu vois les sourires, les enfants qui courent partout, qui sont heureux, qui reviennent vers toi, les parents, et à ce moment-là les échanges justement que tu peux avoir avec les autres familles, et du coup c'est là où j'ai commencé à mesurer l'impact que tu vois ça commençait à avoir. Là c'est autre chose au niveau justement de l'énergie que tu peux aussi regagner dans une période où là t'arrives t'es par terre, quoi. Donc, franchement, ça a été un espèce de montagne russe d'un tout. Tu vois, une remontée assez compliquée. Puis après, on a vécu tout le reste des vagues du Covid. Donc, ça a été quand même un début hyper chaotique, quoi. Comment est-ce que Hayden a réagi à l'ouverture du premier Mount Hayden ? Bien, il était super content parce qu'évidemment c'était le premier à tester tous les jeux. Dès qu'il y avait des colis qui arrivaient, c'était le premier à les déballer, à les essayer. Enfin, j'ai des vidéos d'eux encore, c'est le chaos total autour et ils sont là avec les premiers trotteurs et les premiers trucs à les essayer. Donc très heureux. Après, je pense qu'à cette période-là, donc on a ouvert en 2020, tu vois, il était quand même encore tout petit. Donc il n'avait pas forcément toute cette conscience, je pense, encore de ce que ça représentait, etc. Aujourd'hui, où il a 8 ans, et où il a beaucoup plus conscience aussi des choses, c'est différent parce qu'on a plein d'échanges aussi complètement différents et il est hyper fier. Évidemment, quand il a vu à Nivelles, quand tu vois, le logo est arrivé pour l'enseigne, je pense qu'il n'en revenait pas. Enfin, on l'a vu, tu vois, transporter comme ça avec le camion et se le mettre sur la façade avec la grue. Il est resté comme ça, à voir son nom, la main devant. Enfin, c'était impressionnant. Et donc, je pense, oui, aujourd'hui, il est super fier. Mais il est très... pour plein d'autres trucs hyper exubérants. Mais pour ça, il est très réservé et timide. Ça le gêne pour l'instant quand tu vois, si quelqu'un lui dit « Ah, c'est Hayden, du monde Hayden !» Il est tout comme ça, il sait pas trop quoi dire. Et après, il me dit, oui, maman, c'était qui ? Pourquoi est-ce qu'elle a demandé ça ? Elle nous connaît. Mais sur le coup, tu vois, il peut être un peu réservé comme ça. Quel regard tu portes sur les enfants qui fréquentent le Mount Hayden ? C'est assez vaste. Eh bien, généralement, de manière naturelle, j'ai un instinct quand même maternel assez développé, je crois. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à les voir un peu presque tous, je dis pas comme mes enfants, mais j'ai vraiment ce truc d'attachement. Je sais pas, c'est très instinctif en fait, tu vois. Donc, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, quand je les vois, ils font déjà partie de... Enfin, tu vois, partie de l'aventure et partie de moi. J'ai tendance à venir d'ailleurs souvent intervenir... tu vois, auprès des enfants, quand ils sont là ou quand ils jouent, ou j'ai tendance à aller les voir et dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas ou si j'ai l'impression qu'ils ont faim ou je vais les accompagner aux toilettes s'il y a besoin. Enfin, tu vois, je suis tout de suite, j'ai les yeux un peu partout comme si c'était tous les miens. Et c'est pas trop dur d'être impliqué comme ça émotionnellement à fond ? En fait, j'essaye quand même. Alors, émotionnellement, ça reste difficile, mais j'essaye quand même là de dissocier. Tu vois, je te disais, la casquette entrepreneur, maman, c'est indissociable, mais là, il faut essayer quand même d'avoir cette distance parce que, bon, déjà, dans famille nombreuse, c'est 4 enfants, plus Hayden, c'est déjà suffisamment important comme charge. Donc, j'essaye émotionnellement de ne pas non plus, tu vois, trop m'impliquer, mais on en parlait, et j'ai des familles que je suis depuis 5 ans, et donc j'ai vu l'évolution de ces enfants, que ce soit avec les difficultés ou les réussites, mais c'est à la fois hyper intéressant d'être impliqué et de pouvoir conseiller, aider et d'être là. Et puis en même temps, parfois, il faut juste rester spectateur parce que sinon, c'est trop compliqué. Est-ce que le projet a eu un impact sur le développement d'Hayden ? Oui, forcément, parce que très vite, du coup, j'ai voulu absolument pousser cette inclusion
jusqu'au bout, au point qu'on en parlait. Maintenant, il est dans ce projet, dans une école, dans un projet intégré, donc pas vraiment dans une classe inclusive, mais j'essaye de l'amener à là. Mais oui, c'est hyper important parce que justement, déjà dans la fratrie, il est confronté aux enfants qui sont du coup invalides, puisque ses frères et sœurs n'ont pas de problème. Mais c'était important qu'ils puissent s'intégrer de manière, tu vois, beaucoup plus large au niveau social et puis au niveau du travail. Et on en parlait des adultes aussi, tu vois, d'avoir cette image et de cette identification, elle est hyper importante. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas toujours les mêmes choses. Des fois, il arrive, il râle, il est en mode dragon, il a envie de rien, il envoie tout balader. Et puis, des fois, il est derrière le comptoir et il accueille les gens et il fait le service et les cafés avec moi, tu vois. Mais c'est clair que ça a eu un impact hyper fort sur lui et je pense qu'il s'est senti aussi hyper valorisé. Je pense que ça, c'est très, très important. On va rester là-dessus. Merci Lou pour ce témoignage très touchant. Merci. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à réécouter les anciens épisodes. À très vite.